La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Caricatural, la polémique autour du burkini pourrait nous servir aujourd'hui de point de départ. À elle seule, cette affaire, ou plutôt ce buzz médiatique de l'été 2016, condense l'ensemble des questions abordées par la grande historienne américaine Joan Scott dans un nouveau livre dont le titre mérite assurément d'être explicité, La religion de la laïcité. Elle est aujourd'hui l'invitée de La suite dans les idées. Joan Scott, donc aujourd'hui à La suite dans les idées pour parler de ce nouveau livre qui paraît en français aux éditions Climat, La religion de la laïcité. Elle sera rejointe en deuxième partie de l'émission par le réalisateur Antoine Desrosières, à qui l'on doit récemment À genoux les gars, un film qui est sorti au mois de juin dernier en salle, qui est toujours encore dans quelques salles et qui sortira bientôt en DVD. Et puis avant cela, un moyen métrage qui avait initié au fond cette série d'une certaine façon, qu'il s'appelait Aramiste. On en parle en deuxième partie, en écho, en quelque sorte, au livre de Joan Scott. Bonjour, Joan Scott. Bonjour. Vous êtes historienne, je le disais. Vous êtes professeur émérite à l'Institute for Advanced Studies de Princeton. Vous avez beaucoup travaillé sur la France. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire politique de la France, en particulier sur les citoyennes françaises, sur la question de la parité aussi. Vous étiez venu en parler à la suite dans les idées. Et là, c'est cette question de la laïcité, question française. Enfin, on a tendance à croire en France qu'on est le seul pays dans lequel il existe la laïcité. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. La laïcité prend des formes diverses et c'est un phénomène global qu'on peut observer dans de très nombreux pays. Et votre livre a le mérite de regarder les choses très largement, même si la situation française, évidemment, est considérée avec attention, pas simplement parce que vous êtes une spécialiste de l'histoire de France, mais parce que elle est une situation peut-être un peu singulière quand même à certains égards. Je commençais en rappelant cette affaire de l'été 2016 du burkini, cette focalisation soudaine des médias français, des responsables politiques pour cette tenue de plage, ce corps de certaines femmes couverts. Il me semble que cet épisode, aussi caricatural soit-il, renferme beaucoup des problématiques qui vous ont intéressé. Il aurait pu servir au fond de point de départ d'une certaine façon à ce travail, Joan Scott. Oui. Et moi, j'étais étonnée, même si j'avais suivi les controverses autour de foulard à l'école. Le dernier livre que je suis sorti, c'était la politique du voile, et c'était sur le débat autour de la défense de foulard à l'école en 2004. Et même avec ça, et avec toutes les choses qui sont suivies après, j'étais étonnée par c'était surtout l'image de ces femmes sur les genoux, entourées par les gendarmes sur la plage. Et moi, je pense que aussi pour les Français, c'était aussi étonnant de regarder cette photo. C'est le symptôme de problèmes de femmes musulmanes en France, que le costume signifie quelque chose qui n'est pas acceptable, qui est hors de la culture française, qui est contre la laïcité, qui est le principe primordial de la laïcité française. Alors, la laïcité, prenons le mot. Il y a une note liminaire dans votre livre que vous co-signez avec Joël Marelli, qui a traduit le livre en français. C'est une très bonne traduction aussi. Il faut très bonne insister traduction. là-dessus. Mais une traduction qui s'est heurtée d'emblée à un problème qui est comment on traduit le mot en anglais que vous utilisez, secularism. Est-ce qu'on traduit par sécularisme? Le mot n'existe pas vraiment, mais il est de plus en plus utilisé. On peut choisir de l'utiliser en français, sécularisme. On connaît sécularisation, oui. Mais vous avez préféré opter pour la traduction, dans la plupart des cas, de secularism par laïcité. Pourquoi? C'était exprès pour la traduction française. Parce que j'ai pensé que si on a employé le mot sécularisme, les lecteurs vont penser c'est pas à nous, c'est pas de nous. Ça ne parle pas de nous. Oui, c'est pas de nous qu'elle parle.
parce que nous avons laïcité qui est unique à la France. Et moi, je pense que c'est pas unique à la France. C'est un mot différent, laïcité au lieu de sécularisme. Mais à la fin, c'est la même chose. C'est la séparation de l'Église et l'État. C'est la neutralité d'État en face de la religion, qui prend des formes différentes dans les pays différents, qui a des incarnations judiciaires différentes, mais qui, à la fin, c'est la même chose. C'est l'insistance sur la neutralité d'État en face de la religion. Et c'est pas simplement le fait que je essaie d'interroger, mais c'est le discours même, le discours qui produit certains effets. Ça dépend du contexte historique, national, etc. Alors, c'est pas l'affaire du Burkini qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre, mais c'est une autre affaire, en quelque sorte, ou une autre situation du débat public en France. C'est l'apparition d'une association particulière qui est Riposte Laïque. Vous le mentionnez comme un point de départ. Et c'est vrai que c'est très étrange de constater la façon dont la laïcité a pu faire l'objet de réinvestissements différents, et comment c'est constitué au-delà de ce qu'elle pourrait être simplement, c'est-à-dire un opérateur juridique qui vise à garantir une forme de séparation entre l'État et les églises, comment la laïcité est devenue un discours parfois contradictoire, parfois complexe, mais qui a une longue histoire en fait. Et donc Riposte Laïque est un moment de cette histoire. Et pour comprendre ce moment, c'est tout l'enjeu de ce livre, on a besoin de remonter assez loin en arrière, oui, pour ne pas saisir ce moment Riposte Laïque comme quelque chose de totalement nouveau. Oui, Scott. Oui. C'était comme Foucault a parlé de généalogie. J'ai essayé de faire une généalogie de ce discours de sécularisme ou de laïcité. Et c'est très intéressant de voir comment l'idée a été employée pendant des années. Au début, je sais pas, c'était exactement, mais au 19e siècle, c'était pour contraster la France, on prend France comme exemple, la France contre les colonies où la religion est dominante, qui sont moins civilisées. Et le discours a fonctionné pour insister sur une histoire linéaire, une histoire de la civilisation, qui, nous, de l'Ouest, est au sommet de cette histoire, et qui, eux, les coloniales, sont en bas. Et la mission civilisatrice, la justification pour aller ailleurs, pour conquérir les colonies, c'était de les élever dans l'histoire, de l'introduire, le sécularisme, aux autres. En l'occurrence, c'est colonisé dont vous parliez à l'instant. Néanmoins, il s'est passé, me semble-t-il, des choses extrêmement importantes en peu de temps. Vous parliez tout à l'heure du voile 2004, mais au fond, la première décision de justice importante sur le voile, elle date de 1989, elle est le fait du Conseil d'État. Il est assez saisissant de remarquer que entre 1984, les grandes manifestations contre la réforme que la gauche voulait opérer dans l'école pour créer un service public unique de l'école. Cette réforme avait mis dans la rue des défenseurs des écoles catholiques qui étaient opposés à la réforme. Et là, il y avait une tentative pour la gauche française de mettre en œuvre une laïcité au sens strict du terme, c'est-à-dire séparer les pouvoirs publics de la religion. Arrêter de financer les écoles catholiques avec de l'argent public. Financement qui est interdit aux États-Unis. La Cour suprême américaine interdit le financement public des écoles religieuses. Alors qu'en France, qui est soi-disant un pays laïque, l'État donne de l'argent public aux écoles religieuses. Donc on avait un certain régime de laïcité qui était défendu en 84. Il y avait une guerre scolaire qui continuait. En 1989, on a un double changement. Soudainement, ce ne sont plus des institutions qu'il s'agit de considérer, mais des personnes. Oui. En l'occurrence, des femmes. Et ce n'est plus la religion catholique qui est l'ennemi, mais l'islam. Donc il y a ce double changement qui se produit en 5 ans, en fait.
sur cette question du débat public de la laïcité. Et la question est pourquoi? Et oui, et la question est notamment pourquoi. Pourquoi? Et pour comprendre ça, peut-être on a besoin de faire ce détour historique parce que vous montrez au fond que un certain discours laïque français doit davantage être saisi comme un discours qu'on pourrait dire catho-laïque. Oui. C'est-à-dire une forme de laïcité Exactement. Qui englobe la religion catholique. Oui. Et qui insiste sur l'héritage chrétien, catholique, dans l'histoire des Lumières, par exemple, dans l'histoire française. Oui, et je crois que la différence, c'est que les catholiques, la religion catholique était la religion de la majorité du pays, donc c'était la pression politique en 84, c'était énorme et c'était impossible de passer ces lois de séparation. L'État continue de subvention des écoles catholiques. En 89, c'était autre chose, c'était les anciennes colonisées, les immigrés, qui sont ici, avec une religion différente, mais aussi avec une présence économique, sociale, etc., différente. Et donc, c'était contre eux que la loi de 2003, enfin, était passée. Mais c'était en 89 que le Munich des écoles était déclaré par Alain Finkielkraut et les autres qui ont signé ce manifeste contre les voiles à l'école. Pour bien comprendre ce que vous dites, vous rappelez par exemple, ce qui peut paraître totalement paradoxal, une décision européenne qui estime que la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie n'est pas contraire à la laïcité, que c'est même quelque chose de laïque, puisque le crucifix fait partie de la culture européenne. Ce discours laïque-là n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité comme opérateur de séparation entre la religion et l'État. C'est même le contraire, en fait. Oui. Et moi, je pense que ce discours a intensifié dans ces années, même maintenant, dans les années depuis. C'était l'insistance, je crois que je cite Sarkozy en 2007, qui disait, nous avons deux lignages, celle des siècles des Lumières et aussi du christianisme, de catholisme, mais de christianisme. Il y avait le livre qui sont sortis de Benoît et la conversation entre Benoît et Habermas. Les deux sont d'accord sur la question de l'importance de la religion de christianisme dans l'histoire des pays d'Occident. Et c'est vrai, c'était très important, l'influence de cette religion. Mais cette histoire a donné la possibilité d'insister sur la grande différence de la religion d'islam. Par exemple, Benoît disait que le catholicisme était toujours une religion raisonnable, de la raison, de la paix, en contraste avec l'islam qui était la religion de la guerre. Mais si on prend les croisades, si on prend l'histoire du catholicisme en Europe, c'est autre chose. C'est une histoire complètement différente que l'histoire sur laquelle on insiste actuellement. Donc pour comprendre ce qui s'est opéré depuis les dernières années du XXe siècle et les premières années du XXIe siècle, il faut prendre en compte la situation mondiale globale, les attentats qui ont frappé New York le 11 septembre en particulier, et ces discours en forme de guerre des civilisations pour véritablement observer comment dans des pays occidentaux, des ennemis d'autrefois, laïcs d'un côté, catholiques de l'autre, se sont à certains égards unis pour désormais mener une guerre à l'islam qui en est venu à supplanter le communisme, par exemple, qui servait autrefois de grand ennemi principal. Oui, exactement. C'est ça l'histoire que je raconte dans le 4e chapitre du livre. C'est comme la guerre froide était transformée entre une guerre contre l'islam, le choc des civilisations, et maintenant la guerre qui est au centre et c'était pas simplement en France ou aux États-Unis, c'était dans le monde. C'est l'islam contre l'Ouest. Et moi, je pense que c'était toujours là que si on prend le discours de laïcité et de sécularisme du 19e siècle, on peut déjà trouver les germes de cela. Les germes de tout ça, oui.
Alors c'est le travail que vous faites d'historienne, Oui. de repérer dans ces discours orientalistes, par exemple, Exactement. Oui, oui, dans oui. la lignée d'un Edward Said. Oui. Et on peut regarder dans les textes du 19e, l'ennemi était déjà, surtout pour les impérialistes, l'ennemi était déjà les Arabes et aussi l'islam. Alors, pour l'instant, on a parlé de manière générale, sans réserver un sort particulier aux femmes. Pourtant, c'est votre objet principal d'étude, et il faut s'arrêter sur le rôle des femmes dans tout ça, ou plutôt le rôle qu'on leur prête et la façon dont on parle d'elles, parce que ça permet de comprendre encore mieux, au fond, ce que vous venez de décrire. Oui. Dans ce grand processus de sécularisation, qui en tous les cas se représente comme tel, de progrès, on fait la part des choses où les hommes seraient du côté des Lumières et on laisse les femmes dans le monde de la religion, comme on laisse les colonisés dans le monde de la religion. Oui, exactement. C'était la séparation des sphères, surtout à la fin du XVIIIe et pendant le 19e siècle. Cette séparation des sphères était la justification pour les différents accès au pouvoir des hommes et des femmes. Ou des droits, même tout simplement, le droit de vote, par Exactement. exemple. Le droit de vote était nié aux femmes pendant des années ici, par exemple en France, parce que elles étaient associées avec la religion et c'était le menace des prêtres pour la République, même si les prêtres avaient le vote. Je cite Hubertine Auclair qui disait « Qu'est-ce que se passe? Ces hommes de l'Église ont le vote, mais les femmes séculaires, nous n'avons pas le vote. » Donc vous faites cette histoire en retrouvant ces textes qui articulent au fond d'un côté la séparation de l'État et des religions et de l'autre la séparation des hommes et des femmes dans l'espace public. Les deux se recouvrent et se recoupent très largement. Oui. Et je pense que même s'il y a maintenant la possibilité d'être pour les femmes d'être en public, d'avoir accès au travail, à la politique, etc. Ça continue dans un certain sens. La question de la différence et la asymétrie entre hommes et femmes continue même dans notre époque de libération, émancipation sexuelle, des choses comme ça. Et c'est profondément lié à l'organisation, la conception de pouvoir de l'État. C'est la politique qui est emmêlée, imbriquée dans le genre et le genre dans la politique. Ça, vous l'aviez observé quand vous avez travaillé sur les débats autour de la parité, et en observant en particulier les résistances à la parité, qui, on l'a peut-être oublié, étaient très fortes. Oui. Et c'était ça, c'était les moments comme ça qui m'avaient donné l'idée d'écrire ce livre. Parce que quand j'ai lu dans les journaux, etc., que nous, dans l'Ouest, nous avons l'émancipation sexuelle, l'égalité homme-femme, et eux, dans l'Orient, eux, les musulmans, n'ont pas la possibilité d'égalité. J'ai pensé, oui, mais il y a toute une histoire, et moi, j'étais partie de cette deuxième vague de féminisme comme historienne. Moi, j'ai fait des choses sur les limites pour les femmes de l'accès à l'égalité. Et c'était pour moi la raison de l'avoir écrit le livre, d'insister sur les problèmes, les difficultés, les inégalités qui continuent dans notre monde laïque, moderne, etc. Oui, au fond, vous pointiez, et c'est peut-être ce constat qui est au point de départ de votre réflexion, une très grande hypocrisie dans certains discours qui, sous prétexte de défendre les femmes, s'appuyaient sur la laïcité pour combattre, par exemple, le port du voile. Alors, cela dit, ça a pu donner lieu à des débats à l'époque en France. Il s'est trouvé quand même des gens pour, dans l'espace public, dire « Attention, on peut s'opposer au port du voile pour des raisons féministes, et pas pour des raisons de laïcité. Et ne mélangeons pas les deux registres. C'est ce mélange qui vous met mal à l'aise.
Oui, c'est ça. Oui, parce que moi, je suis pas pour la porte du voile, je suis pas pour la religion, mais c'est le fait que le voile ou couvert recouvre les problèmes de chez nous, qui est très importante et c'est ça que je veux insister là-dessus, qu'il y a des contradictions qui sont recouvertes par l'attention au voile qu'il faut regarder, qu'il faut reconnaître. Alors, on a beaucoup parlé de la France, John Scott, mais il n'est pas question que de la France. Vous êtes une historienne qui a beaucoup travaillé sur la France, mais vous êtes aussi une Américaine qui travaille aux États-Unis, qui habite aux États-Unis. Qu'en est-il de la situation américaine et comment a-t-elle évolué depuis le 11 septembre, par exemple? Oh là là. Maintenant, c'est très intéressant. Nous avons, comme vous savez, un président qui incarne une culture de masculinité offensive et qui a produit une réaction très intéressante, très importante. Par exemple, la marche des femmes. Moi, j'étais ici à Paris pendant la marche l'année dernière. Il y a 2 ans maintenant. J'avais participé avec joie dans cette marche. Nous avons ça, mais nous avons en réaction, sa présence, je crois, nous avons ce mouvement MeToo qui a exposé cette culture masculine. Harvey Weinstein est le symptôme, il n'est pas le seul, qui avait lancé une conversation sur la question des femmes et l'égalité des femmes-hommes aux États-Unis. Mais qu'en est-il dans l'articulation plus spécifiquement à la religion? Parce que les choses se passent différemment aux États-Unis. Il n'y a pas, même si, contrairement à ce qu'on croit en France, il y a des formes de laïcité aux États-Unis. Je le rappelais tout à l'heure à propos du non-financement des écoles religieuses. Il y a un livre de Lacorne qui montre très bien comment, à certains égards, des mesures laïques ont été prises un siècle avant ou 2 siècles avant la France aux États-Unis. Il y a une laïcité américaine, mais elle prend d'autres formes, elle a une autre histoire. Oui, mais aussi, maintenant, il y a sur-attaque. Et moi, j'ai pensé au moment de la sortie de ce livre, qu'est-ce que j'ai fait? Un livre qui critique la laïcité au moment quand les évangiles protestantes ont captivé le pays, le corps suprême, mais aussi l'éducation. La ministre de l'Éducation, la secrétaire de l'Éducation aux États-Unis, elle a maintenant introduit la possibilité pour l'État de financer la tuition pour les étudiants dans des écoles religieuses. Donc, nous sommes dans un moment de renversement d'une certaine laïcité américaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un risque à critiquer la laïcité? Un grand risque. Et moi, j'ai parlé à des amis en disant, qu'est-ce que j'ai fait? Et des amis féministes, progressistes m'ont dit, mais il faut continuer de faire la critique, même en face d'une attaque. Parce que si on dit simplement, non, nous sommes pour la laïcité est parfaite et une grande vertu, etc., on risque de continuer d'avoir ces problèmes de discrimination, de inégalité des sexes et aussi des races, des classes, etc. Et il faut continuer avec une critique, même en face d'attaque sur un principe très important. Oui, parce qu'il ne faut pas mélanger 2 choses. D'une part, la réalité, qui est une réalité historique. Exactement. Et qui n'est pas l'histoire mythique qu'on se plaît parfois à croire, et d'un autre côté des principes normatifs auxquels on peut adhérer et qu'on peut avoir envie de voir mis en œuvre. Oui. Par exemple, la laïcité, je crois que vous êtes en accord avec ça. Simplement, c'est pas parce qu'on défend l'idée qu'il faut mettre en place la laïcité qu'on est autorisé à se raconter des histoires sur la façon dont elle a été inventée, dont elle a été mise en œuvre. C'est ça le travail de l'histoire critique, John Scott? Oui, c'est ça. C'est une très très bonne représentation de mon travail. Oui, merci. Donc c'est déconstruire ce mythe au fond de la laïcité, qui est un combat permanent et qui est pas un acquis du siècle des Lumières qui serait tombé comme ça. Non, et c'était pas une essence. Laïcité n'est pas une essence avec qui on vit toujours. C'est quelque chose qu'il faut arriver, à qui il faut acquérir.
Oui, c'est une aspiration qui est là pour nous inspirer en même temps. Il faut critiquer l'incarnation de l'idée, du concept, tout le temps, je crois. C'est comme la démocratie, au fond. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme la démocratie. C'est un idéal, c'est un objectif à atteindre, mais il ne doit pas nous empêcher d'être conscients et lucides sur les problèmes et sur les manques, sur les, je sais pas exactement le mot, mais sur les déçus de démocratie aussi. Mais ça, je crois que c'est un enjeu absolument crucial, de clarifier les choses entre ce qui relève du normatif et ce qui relève des sciences sociales, parce que souvent les sciences sociales sont mises en accusation parce qu'elles seraient en contradiction avec leur normatif, là où elles cherchent à comprendre simplement des situations. De comprendre et aussi d'étudier les effets. Parce que c'est au nom de la laïcité, au nom de démocratie que les choses sont faites, avec des effets de temps en temps perverses, donc contradictoires. Donc il faut insister sur l'étude des effets des discours qui actent dans le nom des principes, même s'ils les subvertis. John Scott, La religion de la laïcité, c'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées, avec son auteur, John Scott, historienne, et avec, pour cette deuxième partie, Antoine Desrosières, réalisateur à qui l'on doit notamment récemment 2 films, un moyen métrage 40 minutes environ, Aramiste, sorti en 2015, qu'on peut voir sur différentes plateformes DVD, et puis qui mettait en scène, mais je vais vous laisser en parler, Antoine Desrosières, 2 sœurs qui occupent tout l'écran d'une certaine façon, et l'occupent par leurs mots très très intensément, leur dialogue. Elles ont coécrit d'ailleurs le film avec vous, et ce sont ces 2 mêmes personnages que l'on retrouve dans À genoux les gars, qui est sorti au mois de juin dernier. Vous avez continué d'écrire avec elles ce duo au fond de sœurs pour poser un certain nombre de questions, en tous les cas pour parler de ces jeunes femmes d'origine musulmane qui portent le voile dans Aramiste, puisqu'on les voit dehors d'abord. Pourquoi d'origine musulmane? Qui sont musulmanes. Pardon. Oui, absolument. Vous avez bien fait de me... Non, mais qui sont musulmanes qui sont musulmanes, et ça se voit dans leur choix de porter le voile sur les images, puisqu'on les voit d'abord dialoguer sur un banc public. Après, on les voit dans l'espace domestique où elles n'ont plus ce voile. Et vous avez décidé avec elles, enfin, de les faire parler de choses dont parlent des jeunes femmes de cet âge, au fond. Comment est née cette idée En fait, je pense que c'est intéressant. Je peux répondre à votre question, mais en même temps répondre à ce que j'ai entendu dans la première partie de l'émission sur la question du voile dans l'espace public. Le voile dans l'espace public, en aucun cas, la laïcité ne le remet en question, jamais. Le burkini, c'est pas au nom de la laïcité qu'il a eu des problèmes. Quand vous dites la laïcité, c'est-à-dire la loi, tout simplement. C'est pas au nom de la loi. Hein. Le discours laïque peut le remettre, certains discours. Mais la loi justifie au nom de la laïcité. Non. Quand les arrêtés sur les plages pour le burkini, c'était au nom de l'ordre public et pas au nom de la laïcité, car la laïcité autorise, du point de vue de la loi, à s'habiller absolument comme on veut en France, dans les limites de la décence, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être tout nu, je crois, ça par contre. Mais les limites qu'elle fixe, c'est simplement pour les agents publics, c'est-à-dire les professeurs, les policiers, les fonctionnaires. Voilà. C'est dans le cas des services publics où on ne doit pas afficher ces idéologies, à considérer que toutes les religions sont des idéologies, finalement, en tout cas de mon point de vue daté. Donc, ce sur quoi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, c'est que j'ai eu le sentiment que vous faisiez un amalgame entre la réappropriation par des mouvements d'extrême droite comme Riposte laïque l'est très clairement, de ce qui les arrange dans le discours laïque ou de la façon dont ils les aménagent, et la réalité de la laïcité telle qu'elle est dans les textes et telle que elle parcourt le débat public de la gauche à la droite. Et j'ai l'impression que en faisant l'amalgame entre ces deux, on s'attaque, on en vient à distiller un espèce de venin que j'ai trouvé dans votre livre, avec qui est la laïcité, c'est le racisme.
Or, vous dénoncez, je l'ai lu un peu dans votre livre, peut-être que je le caricature, hein, vous me corrigerez, oui. Et j'ai bien compris que finalement, on avait tous les mêmes espoirs, c'est-à-dire de dénoncer le racisme, le sexisme, les oppressions sociales. Finalement, on partage tous ces mêmes objectifs, mais à considérer que la laïcité serait un obstacle à cela, finalement, je me dis, mais on remplace par quoi ? Et ce qui m'a intéressé à vous lire et à vous rencontrer ici, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que c'est véritablement deux cultures qui s'opposent. On dit de la culture anglo-saxonne, américaine, anglaise, qu'elle est plus communautariste. Et de la culture, je dirais française, je n'irai pas jusqu'à l'Italie, qui a quand même, là pour le coup, son pape qui y habite, hein, que... D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, qu'elle défendrait plus les droits individuels, la liberté individuelle, que vous amalgamez un peu au libéralisme, c'est-à-dire un peu à la droite. Oui. J'ai le sentiment que, effectivement, toutes les libertés sont à défendre, mais que si on doit choisir entre la liberté individuelle et la liberté des communautés, d'une certaine façon, quand on défend la liberté des communautés parce qu'on croit que les individus sont pas suffisamment forts pour faire face à l'influence culturelle et pour s'autodéterminer, finalement, on distille une petite dictature. C'est-à-dire qu'on distille l'idée qu'il faut défendre des communautés et pas des individus, et tant pis pour les individus qui voudraient s'inventer leur propre chemin à l'intérieur de la vie. Oui, et c'est ça le but de vos films. Les jeunes femmes qui découvrent leur sexualité, qui s'expriment comme individus en face des règlements de la religion, de la culture, etc. C'était ça qui m'a fascinée. Ces jeunes femmes au début voilées et après sans voile, qui se disputent une avec l'autre sur la possibilité ou non de s'exprimer individuellement. Et c'était de grande réussite, je crois, de ces films, d'insister sur la possibilité de cette expression dans la vie de ces femmes. Mais je vous en prie. Mais j'ai d'autres choses à dire parce que je crois que je suis pas d'accord sur la question de Burkini parce que moi je pense, et je sais pas que je l'écris ici ou non, mais il y avait une transformation de l'idée de laïcité de 1905, et c'est ça que vous citez, les règlements de 1905. La loi d'origine. La loi de 1905. Il y a une grande différence entre ça et l'idée de laïcité qui est dominante maintenant. Et ça, c'était des chercheuses en Stéphanie Annette Vaucher, par exemple, qui parlent d'une nouvelle laïcité. Et c'était en 2003 que François Baron quelqu'un a demandé, c'était le chef d'État qui a demandé à François Baron d'écrire un rapport sur la question de la laïcité qu'il a intitulé La nouvelle laïcité. Mais et ça, c'était le transformation. Je crois que le malentendu peut-être vient du fait que ce qui est votre objet, John Scott, c'est ce que vous appelez le discours laïque. Et ce discours laïque n'est pas du tout la même chose que la laïcité telle qu'elle est inscrite dans le droit français, même si ce droit fait l'objet d'interprétations et de batailles juridiques qui peuvent bouger. Mais j'ai toujours eu le sentiment que si quelqu'un avait été congelé en 1984 au moment du débat sur l'école et avait été décongelé aujourd'hui, il ne comprendrait rien à ce qui s'était passé, puisqu'en 1984, la droite, et a fortiori l'extrême droite, le Front National venait des catholiques traditionnalistes, n'était pas du tout pour la laïcité. La laïcité était l'ennemi absolu pour la majorité de la droite et pour la totalité de l'extrême droite. Or aujourd'hui, on voit une extrême droite et on voit une droite traditionnelle entonner le refrain de la laïcité, mais on parle probablement pas de la même chose. Et en toute hypocrisie de leur part, parce que vous avez tout à fait raison quand vous dites que finalement, ceux qui associent chrétienté et laïcité sont finalement ceux qui dévoient la laïcité.
Or, ceux que vous citez en 1984, qui évidemment ne chantaient pas les louanges de la laïcité à l'époque, sont d'ailleurs les mêmes qui aujourd'hui ne chantent pas les louanges du mariage pour tous, par exemple. Et c'est pas, je le dis à dessein, parce que finalement, que ce soit au travers de la laïcité ou au travers des lois, la force de la République, c'est d'avoir une loi qui est supérieure aux lois des religions en général. Or, on voit que par exemple dans le débat de la Manif pour tous, le débat sur le mariage homosexuel, ce sont les religions qui ont mobilisé contre. Donc, les religions sont très souvent l'ennemi des libertés. Oui, je sais, je suis d'accord, mais je veux continuer mon argument par un moment. C'était que avec ce rapport de François Baron et l'idée de la nouvelle laïcité, même le droit, l'idée de laïcité dans le droit était changée. Au début, c'était la neutralité de l'État en face de la religion et la possibilité de la conscience privée, individuelle, d'être protégée. Et maintenant, c'est la neutralité des citoyennes dans l'espace public. Donc maintenant, l'espace public. Ça, c'est pas dans la loi. Oui, non, et ça, c'est la justification pour, non. par exemple, la circulaire de Luc Châtel. Ça, c'est pas l'espace public. Oui, ça, c'est l'école. Non, mais c'est l'espace public. Dans la rue, on a le droit de porter le voile. Mais c'est dans les services publics. L'espace public. Non, c'était pas dans les services publics. La burkini à la plage. Mais ce n'est pas au nom de la laïcité qu'elle a été interdite. C'était au nom de l'ordre, mais c'était l'idée de l'espace public. Non, mais il faut protéger l'espace public. Si je peux me permettre, sans jouer les arbitres dans votre débat, je pense que vous pouvez, d'une certaine façon, avoir tous les deux raison, dans le sens où effectivement, juridiquement, ce n'est pas la laïcité qui était utilisée, mais l'habillage du discours politique contre le burkini se drapait dans, si j'ose dire, la laïcité. Une laïcité totalement dévoyée, bien entendu, puisqu'elle n'a rien à voir avec celle qui est dans le droit. Mais pour revenir à ce que vous disiez, John Scott, sur la nouvelle laïcité, au fond, ça me faisait penser à un moment du débat dans l'élection primaire de la gauche, d'une passe d'armes entre, d'un côté, Manuel Valls et Vincent Peillon, où, si je me souviens bien, Vincent Peillon a répondu à Valls que la laïcité, c'était la laïcité, point. Qu'elle pouvait pas être ouverte, nouvelle, et que dès qu'on ajoutait un adjectif à la laïcité, on dévoyait la laïcité. Parce que la laïcité n'était pas quelque chose de compliqué, c'était un opérateur juridique, point barre, et que ça pouvait pas être une religion, pour reprendre votre livre, parce que ça n'a pas de contenu, parce que ça n'a pas d'essence, parce que c'est simplement un principe d'organisation de l'espace public, et pas une idéologie. Et là, il y a une vraie discussion à l'intérieur de la gauche aujourd'hui sur cette question. Ah oui, une discussion violente, mais qui effectivement incarne cette question des communautés, c'est-à-dire que et des communautarismes il y a une évolution de la société française qui est incarnée aussi par notre président actuel, qui manifestement l'intègre, vers plus de communautarisme. Ça, c'est ancien, ça remonte à Sarkozy quand il a renoncé à la police de proximité en le remplaçant finalement par le maintien de l'ordre par les grands frères. Voilà, c'était comme ça on appelait ça à l'époque, les grands frères, les associations communautaires. Le fait de renoncer à une gestion collective, politique, républicaine, pour déléguer à une gestion communautariste de la société française est un mouvement progressif là on arrive, qui avance. Ce serait un autre... mais moi je veux dire que l'idée de la nation homogène du point de vue culturel ou même religieuse ou même laïque, l'idée d'une nation homogène est aussi une espèce de communautarisme. C'est pas simplement les religions qui sont communautaristes, c'est l'idée qu'il y a un ethno-nationalisme Personne ne parle d'homogénéité. On parle pas d'homogénéité. On parle d'avoir des services publics qui permettent à chaque individu de se créer sa propre histoire, de se créer sa propre culture, tout en ne niant pas le fait que dans la vie privée, il y a la famille, il y a la religion, il y a les traditions, il y a les héritages. Mais cette idée de la nation, d'une culture française, il y a des normes régulateurs qui sont oppressives, qui insistent
même si on ne se comprend ces normes comme ça, mais c'est une forme, une espèce de communautarisme. Merci John Scott, merci Antoine Desrosières. Un débat Qui va continuer. qui continuera forcément, qui est passionnant parce que il est complexe et en tous les cas pour le mener correctement, il vaut mieux comprendre ce qui s'est passé depuis 2 siècles au moins dans les 20 dernières années. Et pour ça, le livre de John Scott, La religion de la laïcité, est précieux. Et je vous renvoie aussi vers les films qui sont une très grande réussite d'Antoine Desrosières, vraiment, et que vous pouvez bientôt voir en DVD en DVD, en salle, qu'on peut trouver facilement. Voilà, et La religion de la laïcité, facilement également dans les librairies. Les références sont sur la page de La suite dans les idées.